Salut à tous et bienvenue au tout premier épisode de ma nouvelle série, la cinéculture. Wow, toute une intro. J'ai mis en place cette nouvelle idée en vue d'un éventuel arrêt définitif de ma première série Horreur Critique. No! God, please, no! No! Ça fait bientôt 6 ans que je la fais et pour être honnête, je sens que j'ai pas mal fait le tour du concept. Je me suis imposé plusieurs restrictions au niveau du choix de film et j'ai dorénavant envie de m'attaquer à un autre genre que l'horreur. Mais pas de panique, j'arrête pas tout de suite les épisodes d'horreur critique, il y en aura d'autres, juste moins souvent. Dans chaque épisode de la cinéculture, que j'essaierai de sortir à chaque mois, je traiterai donc d'un sujet lié de près ou de loin au cinéma, que ce soit un réalisateur, un acteur, un genre spécifique, une saga de films, etc. Et pour le premier épisode, on commence en beauté avec le réalisateur qui m'a donné goût au cinéma, l'homme qui a réalisé le tout premier film d'horreur que j'ai vu, l'homme qui a su à la fois me traumatiser et me captiver, autant sur le fond que la forme de ses films. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous parler de John Carpenter. Je m'attendais honnêtement à un plus gros enthousiasme. Bon, je ne vais pas parler de toute la filmographie de John Carpenter, Enfin oui, mais pas tout en même temps. Je vais scinder la vidéo en deux, donc dans cette première partie, je ne vous parlerai qu'uniquement de sa filmographie de Dark Star à Jack Burton, puis je ferai la deuxième partie tout de suite après cet épisode. Je tiens aussi à dire qu'il ne s'agit pas vraiment d'une critique, Je vais plus essayer de vous vendre ou non les films que nous allons visiter. Mais d'abord et avant tout, qui est John Carpenter? John Carpenter, ou Big John, Johnny, ou même JC pour les intimes, est un réalisateur de films de série B qui connut un certain succès dans les années 80. Il réalise principalement des films d'horreur et de science-fiction, ce qui lui vaut le titre du maître de l'horreur. Moi, en ce qui me concerne, je préfère laisser ce titre à Fur Wes Craven, qui le mérite plus. Oui, parce que John Carpenter s'est également attaqué au genre policier, à la comédie et même aux films romantiques, pas simplement à l'horreur. Mais avant de vous parler de sa filmographie, je vais d'abord vous parler de sa vie. John Howard Carpenter naît le 16 janvier 1948 dans le village de Carthage, dans l'État de New York. Alors que son papa, Howard Carpenter, est un professeur de musique, il lui apprendra à jouer du piano et du violon. Sa maman, Milton Jean, l'amène régulièrement au cinéma, et ce dès son plus jeune âge. Et c'est là que le jeune Johnny développe peu à peu un grand intérêt pour le 7e art. Il est grandement influencé par les westerns et les films de science-fiction et déjà, il songe à une éventuelle carrière de metteur en scène. C'est drôle, ça me rappelle vaguement un petit bonhomme. John Carpenter commence à réaliser des courts-métrages dès l'âge de 14 ans. En 1968, il entre à l'Université de Californie du Sud, aujourd'hui très réputée pour son école de cinéma. Juste pour vous donner une idée, il y a Robert Zemeckis, Ron Howard et George Lucas qui y ont étudié. Là-bas, il a l'opportunité, avec son ami Nick Castle, de participer à l'écriture du scénario de Resurrection of Bronco Billy, un film réalisé par James Rokos, pour lequel il s'occupe également du montage et de la musique. En 1970, le film remporte même l'Oscar du meilleur court-métrage. Ça commence plutôt bien pour Carpenter. L'université lui permet également de faire la rencontre des plus grands réalisateurs de l'époque, comme Orson Welles et Alfred Hitchcock. Ouais, rien que ça. Il obtient son diplôme en 1971 et décide de quitter l'école. Et c'est en 1974 qu'il va réaliser son tout premier long métrage, Dark Star, l'étoile noire. Évidemment, il s'agit d'un film de science-fiction. En réalité, c'était censé être le film de fin d'études de Carpenter. Big John était toujours à l'université quand il a débuté le tournage de Dark Star. Avec un budget de seulement 6 000 $ américains, il nous pond une belle petite comédie de science-fiction d'une durée de 40 minutes. C'est à la sortie de l'école qu'il est approché par Jack Harris, un producteur d'Hollywood, qui lui propose de tourner quelques scènes supplémentaires afin d'en faire un réel long métrage. Il réécrit donc un scénario avec son ami Dan O'Bannon, futur scénariste de Total Recall et d'Alien, puis il obtient 60 000 $ de plus pour produire son film. Alors, qu'est-ce que ça raconte? L'histoire se déroule au 22e siècle. Le vaisseau spatial Dark Star sillonne les confins de l'espace à la recherche de planètes instables, qui dévient de leur orbite et qui risquent ainsi de créer des supernovas. La mission de l'équipage est de détruire les planètes en question avant qu'il ne soit trop tard. Ça a l'air plus épique dit comme ça, oui. Dès le tout début, on sent l'inspiration de Stanley Kubrick et de son fameux 2001. Le scénario de Dark Star mêle à la fois la comédie et la science-fiction, se rapprochant même plus d'une parodie qu'autre chose.
C'est une petite série B de SF sans prétention, un film léger à regarder pour rigoler uniquement. Carpenter décrira même son film comme une version spatiale d'En attendant Godot, une pièce de théâtre absurde écrite par Samuel Beckett en 1948. La réalisation de Johnny est un petit peu maladroite mais recherchée. Ses cours à l'université ont porté fruit. C'est en mêlant l'humour cartoonesque aux effets spéciaux bien cheap qu'il réussit à nous pondre un petit film popcorn. Non vraiment, l'extraterrestre c'est un vulgaire ballon de plage. Eh bien, croyez-le ou non, mais Darkstar a remporté le Saturn Award des meilleurs effets spéciaux. Eh ouais. Bref, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film, si ce n'est qu'il a malheureusement mal vieilli. Les effets spéciaux se voient faux et les acteurs surjouent à mort. Après, comme je l'ai dit, c'est un film sans prétention. John Carpenter le savait aussi. J'espère bien parce que c'était lui le réalisateur. Faut vraiment que j'arrête d'écrire des conneries, moi. Darkstar a toutefois acquis un statut de film culte au fil du temps. Et après tout, c'est un peu grâce à lui qu'Alien de Ridley Scott a pu voir le jour. Oui, Dan O'Bannon s'est inspiré de ce scénario en particulier pour l'écrire. Même si Darkstar reçoit un accueil assez favorable à sa sortie, Big John se contente seulement de réaliser quelques téléfilms et d'écrire des scénarios pour d'autres réalisateurs. Oui, scénario, c'est le pluriel de scénario. C'est en 1976 qu'il est approché par des producteurs qui lui proposent de réaliser un film quelconque. Il a carte blanche. Étant un grand fan du réalisateur Howard Hawks, il décide donc de mettre sur pied une version moderne du western Rio Bravo, sorti en 1959 et mettant en vedette John Wayne, Angie Dickinson et Dean Martin. Ayant monté le film lui-même, John Carpenter se crédite sous le nom de John P. Chance, qui était le nom du personnage interprété par John Wayne. Il intitule son film Assault on Precinct 13, ou simplement Assaut en français, qui, soit dit en passant, est l'un des films préférés d'Edgar Wright et Simon Pegg. L'info inutile vous est présentée par la cinéculture. Au casting, on retrouve Austin Strocker, Charles Cyphers et Nancy Loomis qui deviendront des acteurs clés du réalisateur. Assaut se déroule à Los Angeles. Un gang de rue dérobe un paquet d'armes à feu et décide de s'en prendre à la population, et précisément au département de police, le Central 13. Ethan Bishop, lieutenant de police, doit justement s'y rendre. Quand les punks arrivent pour attaquer le Central, Ethan et les autres officiers comprennent qu'une lutte sans merci vient de commencer. La guerre est déclarée. Ce qui nous frappe dès le début, c'est la présentation que nous fait Big John de son gang de rue. À son habitude, ses antagonistes nous sont présentés comme des êtres surnaturels, mystérieux. On les entend jamais parler, ce qui alimente l'impact qu'ils ont sur nous. Les plans larges où on les voit arriver de loin sont glaciales et sinistres, des plans qu'on retrouvera notamment dans Halloween et Prince des Ténèbres. On sent l'inspiration de La Nuit des Morts-Vivants de George Romero. La menace est similaire, simplement vivante. Bref, l'ambiance de Assaut, c'est carrément la base du style de Carpenter. Il réutilisera la plupart de ses trucs dans ses futurs films. Le thème du confinement est carrément au cœur du film. Cet aspect huis clos est géré à la perfection, aidé de plans caméra-épaule qui rendent ça encore plus immersif. L'enfermement et les conséquences psychologiques de tout ça, c'est un thème récurrent chez Carpenter. Il n'y a qu'à voir The Thing, Escape from New York ou encore Prince des Ténèbres pour le constater. Certes, c'est un film qui date pas mal, et oui, il a un petit peu vieilli, mais pas autant que Darkstar, hein. Enfin, pour un film qui a été tourné en très peu de temps, comme la plupart des films de Carpenter d'ailleurs, le résultat est assez étonnant. Et puis c'est un film assez osé pour l'époque. Assaut a eu beaucoup de problèmes avec la censure, notamment pour cette scène où une fillette est carrément exécutée par un des membres du gang. Carpenter, avant la sortie du film, a dû couper la scène au montage avant de la montrer à la Motion Picture Association of America, qui s'occupe du classement des films. Il fut classé R pour Restricted, soit interdit aux moins de 17 ans. Le truc, c'est que Johnny avait remis la scène en question au moment de la diffusion du film. Il a dû l'enlever pour les diffusions européennes et il faudra attendre la sortie vidéo du film pour la voir en entier. Assaut eut un accueil assez mitigé aux États-Unis. Il passe inaperçu en salle. Par contre, il rencontre un succès imprévu en Angleterre, notamment parce qu'ils ont reconnu les influences western du film. C'est des années plus tard qu'il a connu un succès international, devenant même culte pour certains amateurs du genre. Puis, il donna naissance à 2 remakes, si on peut dire ça comme ça. Le premier est un film français lui rendant explicitement hommage, Need Gape, sorti en 2002 avec Nadia Fares et Sami Nasseri, qui n'est pas chauffeur de taxi dans ce film. Le second, Assaut sur le poste 13, est sorti en 2005 avec Lawrence Fishburne et Ethan Hawke dans les rôles principaux. Est-ce que je dois vraiment vous parler de ce film? Non, parce qu'avec le temps, j'imagine que vous avez compris que...
Bon, je veux quand même faire cet épisode en bonne et due forme, hein, je prendrai donc la peine de vous en parler. Mais pas trop. Après la sortie d'Assaut, John Carpenter va écrire et réaliser un téléfilm pour NBC en hommage à Alfred Hitchcock, Someone's Watching Me, connu en France sur le titre de Meurtre au 43e étage. C'est un genre de Black Christmas dans un gratte-ciel, grandement influencé par Hitchcock et son Rear Window, tourné en 10 jours, et avec une Lauren Hutton qui ne sait absolument pas jouer. Bon, le film n'est pas extraordinaire, hein, mais pas mauvais pour autant. Il vaut la peine d'être vu simplement pour avoir vu tous les films de Carpenter. Mais quelque temps auparavant, au Festival du film de Londres, lui et sa nouvelle productrice et copine Debra Hill feront la rencontre des producteurs Irwin Yablans et Mustapha Akkad. Ils proposent une idée de film à Johnny, l'histoire d'un psychopathe qui traque des gardiennes d'enfants. Pas besoin d'en dire plus, JC est emballé par l'idée et entame le scénario de son prochain film, The Babysitter Murders, qu'il rebaptisera plus tard Halloween. Il puise à nouveau son inspiration chez Hitchcock de son film Psychose et donne une dimension complètement surnaturelle à son tueur. L'histoire se déroule dans une petite ville de l'Illinois où Laurie Strode doit s'occuper de garder les enfants la nuit d'Halloween. Mais la soirée vire au cauchemar quand Michael Myers, un impitoyable psychopathe, s'évade de l'asile où il était enfermé et se met à sa poursuite dans le but évident de la tuer. Le ton du film est posé immédiatement dès le début avec le générique d'ouverture et le thème emblématique qui en a marqué plus d'un. Musique composée par Carpenter lui-même, inspirée d'une mélodie que son père lui avait montrée. Johnny signera les bandes sonores de la plupart de ses films, et il s'associera souvent avec Alan Howard, créant ainsi des thèmes musicaux aux synthétiseurs glauques et stridents. On retrouve à nouveau des plans séquences en steadicam qui nous donnent le point de vue du tueur, le montage simple et suggestif de Tommy Lee Wallace, sinon les plans larges sont importants également, car chaque détail compte. Ce n'est pas pour rien que le réalisateur choisit très souvent un format large anamorphosé. Carpenter y dissimule également quelques hommages à Howard Hawks, comme là, The Thing est diffusé à la télé. Halloween faisant écho à Psychose d'Alfred Hitchcock, le rôle de Laurie Strode est attribué à la fille de Janet Leigh, Jamie Lee Curtis, une actrice totalement inconnue à l'époque. On comprend parfaitement pourquoi elle est considérée aujourd'hui comme l'ultime Scream Queen. JC avait d'abord envisagé l'actrice Anne Lockhart, mais elle avait d'autres projets, l'empêchant donc de participer au tournage. Sinon, c'est également la première fois qu'un acteur de renom tient un rôle dans un film de Big John. Pour le rôle du Dr Loomis, le psychiatre du tueur Michael Myers, Carpenter avait envisagé deux géants des studios Hammers, soit Peter Cushing et Christopher Lee. Ils ont tous deux refusé en raison du salaire très peu élevé, un choix que Christopher Lee a avoué avoir regretté toute sa vie. C'est finalement Donald Pleasence qui accepte le rôle, pour la seule et unique raison que sa fille a adoré Assaut. Ce rôle lui collera à la peau jusqu'à sa mort en 1995. Il le reprendra 4 fois et aura droit à un petit caméo photo dans H20. Carpenter a également fait appel à quelques acteurs de son précédent long métrage, soit Charles Cyphers dans le rôle du shérif Brackett et Nancy Loomis jouant la fille de ce dernier. Halloween sort le 25 octobre 1978 aux États-Unis et il cartonne au box-office. 47 millions en Amérique, 70 millions à l'international, ce qui fait de lui le film indépendant le plus rentable de l'histoire. Il donne naissance à 7 suites, un remake ainsi qu'un reboot présentement en production. Halloween, c'est définitivement le film qui a lancé la carrière de Carpenter. Il signe tout de suite après sa sortie un contrat de 2 films avec Embassy Pictures. L'un de ces films deviendra l'un des plus emblématiques de la carrière de Carpenter, Le Brouillard, ou The Fog. Big John retrouve Debra Hill pour l'écriture du scénario qu'ils effectuent en 2 semaines. L'idée est venue à Carpenter lors d'un voyage à Stonehenge. Il a vu un épais brouillard se former devant lui. Debra Hill et lui se sont aussi inspirés d'un vieux film d'horreur des années 50, appelé The Crawling Eye, dans lequel des monstres surgissent d'une brume du haut d'une colline. Dans The Fog, on suit l'histoire des habitants d'un petit village côtier pris dans un étrange brouillard. Celui-ci semble ramener avec lui des fantômes de pirates à la recherche de leurs précieux trésors disparus, et aussi de quelques personnes à charcuter. Doté d'un budget bien plus élevé que les dernières fois, soit un joli petit million, Johnny pouvait plus s'en permettre, et il ne s'est pas gêné. Déjà, les lieux de tournage sont géniaux. On a en partie tourné le film dans la ville de Bodega Bay, où Alfred Hitchcock avait filmé The Birds. Elle dégage une atmosphère sombre, surtout la nuit. On se croirait dans une intrigue de Lovecraft ou de King. Sinon, on a filmé des scènes un peu partout, même dans l'appartement privé de Johnny. On tombe ici dans une histoire beaucoup plus surnaturelle que dans le précédent film de John Carpenter.
tout en gardant l'atmosphère lourde et sinistre. Il faut à nouveau porter attention au plan large qui dissimule souvent par exemple des silhouettes mystérieuses dans le brouillard. Carpenter joue beaucoup sur l'isolation et à son habitude donne une genre d'entité maléfique à son méchant principal. Ici, le brouillard. Ouais, c'est comme si le brouillard était vivant, comme s'il pouvait penser et attaquer le village par le biais des fantômes. Il était assez difficile de tourner les scènes justement avec le brouillard parce que celui-ci se dissipait beaucoup trop rapidement. Ce qui a obligé Johnny à retourner la quasi-totalité du film, ça et un premier montage pas du tout satisfaisant. Ouais, il a même dû réenregistrer intégralement la bande sonore, qu'il considère au moins aujourd'hui comme l'une de ses meilleures. Concernant le casting, on a le droit à une jolie petite palette d'acteurs. Si, même Carpenter fait une petite apparition dans le film. Tout d'abord les habitués, Charles Cyphers, Nancy Loomis, Jamie Lee Curtis et Adrienne Barbeau, désormais mariés avec John. Les nouveaux venus sont notamment la maman de Jamie, Janet Leigh, ainsi que... Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Tom Atkins sans sa mythique moustache. Je croyais jamais voir ça dans ma vie. Sérieusement, le voir comme ça, c'est aussi bizarre que de voir... Sméagol avant qu'il devienne Gollum. On peut noter quelques clins d'œil dissimulés par le réalisateur dans le nom de ses personnages. En effet, Tom Atkins joue un homme appelé Nick Castle, qui est un grand collaborateur du réalisateur. Cyphers s'appelle Dan O'Bannon, nom du scénariste de Dark Star, et Buck Flower joue le rôle de Tommy Wallace, le nom du monteur des Carpenter, qui réalisera le fameux hit en 1990. Il y a aussi Darwin Joston qui interprète un certain Dr. Phibes. The Fog sort en salle en février 1980. Froidement accueilli par les critiques, le considérant trop classique, il rapporte tout de même 21 millions aux États-Unis. Il est nominé comme meilleur film aux Saturn Awards, ainsi que pour ses effets spéciaux également. De plus, Carpenter remportera pour la deuxième fois le prix de la critique en France au Festival d'Avoriaz, la première fois étant pour Halloween. Après la sortie de The Fog, JC doit se mettre à travailler pour le deuxième film de son contrat, et pour ça, il ressort l'un de ses vieux scripts. Ayant de la difficulté à achever le scénario de ce qu'il croyait être son prochain film, The Philadelphia Experiment, John Carpenter se rappelle avoir écrit à l'époque de Dark Star un scénario d'un film science-fiction un peu dystopique appelé Escape from New York, dans lequel Manhattan en 1997 est devenu une immense prison à haute sécurité. Le président des États-Unis a été enlevé par des détenus après le crash d'Air Force One à New York. On décide donc d'envoyer Snake Plissken, un ancien soldat devenu un grand fugitif de renom, pour libérer le président. Et ce, contre son gré. En effet, on lui injecte des micros explosifs dans le corps. S'il ne revient pas avec le président dans les prochaines 24 heures... Bon, il faut se mettre dans un contexte de 1974. Le président Richard Nixon est forcé de démissionner après le scandale du Watergate. La population a les nerfs à vif. Près d'un an après, le Cambodge, sous un régime communiste, voit sa capitale, Phnom Penh, devenir une gigantesque prison d'État. Ce qui inspire le réalisateur à écrire son Escape from New York. Il le propose à plusieurs studios à l'époque, mais tous refusent. Ils le trouvent trop violent, trop effrayant et trop... politique. Bien qu'il soit considéré par plusieurs comme l'un des films les plus cultes du réalisateur, et je peux comprendre pourquoi, ça n'est pas le cas pour moi. Faut dire que je l'ai découvert un peu tard comparé aux autres, mais bon. On y retrouve la bonne vieille ambiance de JC, avec un habile mélange d'horreur, de science-fiction et avec une mise en scène bien western. Les plans suggestifs à la Halloween mixés avec les jeux de couleurs surréalistes à souhait, des décors new-yorkais détruits, tournés en plein milieu du Missouri, puis des effets spéciaux quand même pas mal pour 1981. Des effets spéciaux pour lesquels James Cameron a un petit peu aidé, soit dit en passant. Et le tout couronné d'un thème musical, ou devrais-je dire d'une bande sonore tout juste excellente, du début à la fin. Si le film n'est pas l'un de mes préférés, sa BO l'est, ça c'est sûr. Et le scénario écrit par Nick Castle est assez bien ficelé dans l'ensemble, c'est simple et entraînant. Le hic, c'est que c'est long. Parfois un long développement peut être nécessaire, genre pour élaborer des personnages, mais pas ici. Ici, c'est juste long et un peu agaçant. Chaque personnage a son étiquette spécifique. Le héros, ou l'anti-héros plutôt, rebelle et badass. Le chef chiant et sans pitié. L'acolyte un peu débile. Le gros méchant, puis la demoiselle en détresse. Du coup, Snake, il est cool, oui, mais très cliché. Bon, remarquez qu'il a été très populaire, hein. Snake est surtout connu pour avoir inspiré le personnage principal de la saga de jeu Metal Gear, soit Solid Snake. Il porte même le nom de Plissken dans le deuxième volet. Il est interprété par l'acteur Kurt Russell, qui avait déjà collaboré avec John Carpenter 2 ans auparavant pour le téléfilm Le Roman d'Elvis.
Et ce fut le début d'une très longue amitié, car Kurt Russell deviendra l'un des acteurs fétiches du réalisateur. La production voulait d'abord engager Nick Nolte, Jeff Bridges, Chris Christopherson ou bien Tommy Lee Jones pour le rôle. Mais Big John a insisté pour que l'on prenne Russell, et il a bien fait. On retrouve pas mal d'acteurs de renom également, comme Lee Van Cleef, connu pour ses rôles dans les films de Sergio Leone. Il y a également Adrienne Barbeau, Ernest Borgnine, Tom Atkins, il avait sa moustache cette fois, Isaac Hayes et Harry Dean Stanton. Le film fut plutôt bien accueilli à sa sortie, il remporta près de 26 millions au box-office américain, remboursant ainsi près de 4 fois son budget. Johnny coécrit avec Debra Hill le scénario d'Halloween 2, qu'il était censé réaliser, mais sentant que son film n'avait pas vraiment besoin de suite, il laissa sa place à Rick Rosendahl, qui a imité son style à la perfection. Non, je déconne. Le premier montage d'Halloween 2 était beaucoup trop lent au goût des producteurs et aussi à celui de John Carpenter. Celui-ci s'est donc chargé de retourner des scènes additionnelles et de remonter le film dans sa quasi-totalité. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit que le style de Rosendahl dans Halloween 2 ressemble beaucoup à celui de Carpenter. Parce que Rosendahl tout seul... Avec tout cela, la notoriété de John Carpenter montait en flèche. Il s'associe donc avec Universal Studios pour adapter un roman à l'écran, qui avait déjà été adapté par Howard Hawks en 1951. C'est donc en 1982 que sort The Thing. En 1948, John Campbell publie son recueil Le ciel est mort, comprenant la nouvelle La bête d'un autre monde, qu'il avait écrit en 1934. Howard Hawks l'adapta en 1951 sous le nom de La chose d'un autre monde. Étant un immense fan du film, Johnny saisit l'opportunité et décide de créer sa propre version de l'histoire. Mais il affiche même le titre de la même manière qu'Howard Hawks. En 1982, en Antarctique, un husky se réfugie dans une base scientifique américaine alors qu'un hélicoptère norvégien le pourchasse dans le but de le tuer. Les Norvégiens maîtrisés et le chien sauvé, celui-ci se transforme en une créature monstrueuse qui décime tous les autres petits pitous. Cette scène n'est pas faite pour les amoureux des chiens, absolument pas. Les scientifiques sont donc confrontés à une chose venue d'ailleurs capable de changer de forme, animale ou humaine. Au sein du groupe, la confiance diminue et la paranoïa augmente à vue d'œil. Ce film est énorme, et ce sur tous les points. C'est certainement l'un des plus prenants de la filmographie de JC. C'est le fils de l'acteur Burt Lancaster, Bill, qui se charge de l'écriture du scénario. Il adapte très fidèlement la nouvelle de Campbell. L'aspect huis clos est vraiment présent et angoissant à souhait. On ne sait plus du tout à qui faire confiance, on ne sait pas qui est infecté. C'est l'un des thèmes récurrents de Carpenter, le renfermement et la paranoïa. Ça apparaît dans plusieurs de ses films. La réalisation est immersive dès le début. On aborde l'intrigue de façon glauque et très suspensive. On joue beaucoup sur l'isolation en nous montrant des plans larges du Grand Nord avec des couleurs bien froides. Oui, c'est un petit peu normal quand même. Les personnages sont courageux comme tout, des mecs qui sont prêts à péter une fenêtre à moins 35 degrés. Et que dire des effets spéciaux conçus par Rob Bottin? Ils sont, et heureusement, bien plus réalistes que la moumoute de Donald Moffat. Non, sérieusement, c'est certainement le mieux fait de tous les films de Carpenter. Difficile de croire que le film a plus de 30 ans en voyant ça. Le premier rôle est à nouveau tenu par Kurt Russell, et comme dans le film précédent, il fut d'abord proposé à Nick Nolte et Jeff Bridges, qui le déclinèrent. D'autres acteurs ayant auparavant collaboré avec le réalisateur ont été envisagés pour jouer dans The Thing. Lee Van Cleef, Isaac Hayes et même Donald Pleasence. Mais bon, les acteurs auxquels on a droit là maintenant sont plutôt cool. Comme Keith David qui a une attitude absolument détestable. Et c'est pour ça que je l'adore. Non, sérieusement, même le chien joue bien. Regardez-le comment il fait peur. Tu sens qu'il y a un truc qui cloche avec ce petit toutou. Une bien dangereuse créature, c'est Husky venu de l'espace. Mais ça, vous en parlez pas, n'est-ce pas, monsieur Coder, hein? Non, nous on bannit juste les pitbulls ici. En plus d'enchaîner les scènes les plus traumatisantes les unes après les autres, on a droit à une bande sonore composée par nul autre qu'Ennio Morricone. Une putain de machine, le mec! Ses compositions ici collent parfaitement au film et ressemblent beaucoup aux compositions de Carpenter. Les thèmes qui ne furent pas utilisés ont été repris pour les 8 salopards de Tarantino. Avec une recette aussi bonne, le film ne pouvait que bien marcher. Eh ben non, il fut un échec commercial, sans doute parce qu'il est sorti presque en même temps que E.T. Ouais, les gens préféraient voir un petit extraterrestre bien mignon et bien gentillet plutôt qu'une bête assoiffée de sang. Ah ouais, ça lui a même valu une nomination aux Razzie Awards. Putain. The Thing obtiendra toutefois un statut culte dans le cinéma d'horreur lors de sa sortie vidéo, et est considéré par beaucoup maintenant comme le meilleur du réalisateur.
L'année suivante, Columbia Pictures envisage d'adapter le roman Christine de Stephen King au grand écran, et il décide de confier la réalisation à nul autre que notre petit Johnny National. Suite à l'échec de The Thing, Johnny tient à continuer sa carrière à Hollywood. Il accepte donc malgré un scénario auquel il adhère plus ou moins. C'est l'histoire d'Ernie Cunningham, le nerd de l'école, qui n'a pour seul ami Dennis Gilder, le gars populaire qui joue au football. Bref, le cliché américain à l'état pur, quoi. Ils découvrent tous les deux une vieille Plymouth Fury en sale état qui est à vendre. Ernie en tombe immédiatement sous le charme et décide de l'acheter, contre l'avis de Dennis. Il s'amuse alors à remonter son nouveau joujou qu'il surnomme Christine, jusqu'à la rendre vachement classe. Mais son comportement change peu à peu et devient plus en plus inquiétant. Et Christine semble se montrer agressive lorsqu'on ose se mettre entre son propriétaire et elle. Malgré de très légères différences, l'histoire ne s'éloigne quasiment pas du récit de King. Et honnêtement, je crois que Carpenter était le réalisateur idéal pour adapter ce roman. Son style froid et mystérieux colle parfaitement à Christine. Dans la plupart de ses films, ses antagonistes sont des entités maléfiques dépourvues d'émotions, que ce soit des rebelles, un tueur masqué, un brouillard ou même un extraterrestre. Et ça fonctionne donc ultra bien avec une voiture. La folie progressive d'Ernie est super bien retranscrite à l'écran, et Kate Gordon l'interprète à merveille. Les studios voulaient, à la base, engager un autre acteur pour le rôle, soit Kevin Bacon. Ok, mais il choisit plutôt de tourner dans Footloose, laissant donc sa place à Gordon, qui joue ici un rôle très différent de ce qu'il est dans la vraie vie. En vrai, Gordon, il aime faire la fête, il aime déconner et il est pas du tout timide. Il a même convaincu Alexandra Paul de répéter plusieurs fois la scène où ils s'embrassent au cinéparc, simplement pour rendre le tout plus réaliste. Sérieusement mec, chapeau. Pour le tournage, JC a pu se procurer 25 exemplaires de Plymouth Fury 58, de quoi faire rêver les amateurs de voitures. Désolé par contre de vous annoncer qu'ils ont dû en démolir plusieurs pour quelques scènes, comme celle de la reconstitution de la bagnole. Oui, vous savez, la scène où Arnie découvre que sa bagnole a été complètement saccagée et qu'elle se met à se reconstituer d'elle-même. Génial cette scène. Montre-moi. La voiture fut détruite à coups de presse hydraulique. On prenait une prise entre chaque coup, puis on a monté le tout en ordre décroissant pour donner l'illusion qu'elle se réparait toute seule. Christine est l'un de mes films préférés de Carpenter. À chaque visionnement, je lui trouve de nouvelles qualités. Il fut un succès auprès du public dès sa sortie, rapportant 21 millions au box-office américain. Devenu culte pour beaucoup de gens, on y fait souvent référence dans la culture populaire, comme par exemple dans un épisode de Futurama, où Bender devient carrément une bagnole garou. Christine est considéré comme l'un des meilleurs films du réalisateur, et comme l'une des meilleures adaptations d'un roman de King. C'est étrange parce que les deux hommes ne s'en disent pas totalement satisfaits. En 1984, Columbia Pictures décide de produire un film qu'il avait jadis refusé, Starman. Et bien évidemment, c'est à Big John que revient la tâche de le réaliser. Un extraterrestre s'échoue sur Terre et prend l'apparence du mari décédé d'une jeune femme, Jenny Hayden. Celle-ci, un peu déstabilisée, accepte quand même de l'aider à retrouver ses compères. Ceux-ci l'attendent au Meteor Crater dans l'Arizona. Les deux nouveaux amis entreprennent donc un long road trip durant lequel ils apprendront à se connaître, tout en évitant les autorités à la recherche du Starman. On note la présence de l'acteur Michael Douglas, non pas au casting mais à la production. Il a envisagé plusieurs réalisateurs, dont Tony Scott, avant de s'arrêter sur Carpenter. La raison pour laquelle Johnny a accepté, c'était l'échec de The Thing 2 ans auparavant. Il a donc fait tout le contraire de ce qu'on lui reprochait. Son extraterrestre veut simplement rentrer chez lui comme E.T. Et il en a rien à battre d'exterminer la population planétaire. D'ailleurs, c'est carrément ça Starman, c'est une version plus mature du film de Spielberg. Et c'est une intrigue qui s'éloigne beaucoup de ce à quoi JC nous a habitués. Je crois que c'est la première fois qu'on n'a pas vraiment de menace dans un film de Carpenter. Les plus gros méchants de ce film, je dirais que ce sont les agents du gouvernement qui tentent de stopper nos héros. Cette fois, Carpenter visite plus le road movie, le film d'aventure, la comédie et même la romance. Et c'est franchement pas mal. C'est drôle et touchant à la fois, ça fait différent et même si on sait que Carpenter l'a fait uniquement pour se réconcilier avec Hollywood, il aurait été intéressant de voir plusieurs films comme ça dans sa filmographie. On a droit à une réalisation sobre, plus conventionnelle mais tout de même efficace. Puis le travail visuel est tout à fait remarquable. Le rôle-titre fut encore une fois proposé à Kevin Bacon, et même à Tom Cruise. Mais c'est finalement Jeff Bridges qui en hérita. Remarquez que ça aurait pu être Kurt Russell également. Bridges s'en sort assez bien, son jeu est juste et rend son personnage très attachant. Il nous semble un peu débile au début, mais il apprend à agir comme un humain. Il sera d'ailleurs nominé comme meilleur acteur aux Oscars. Karen Allen tient le rôle féminin et fait un bon boulot également. On peut se mettre à sa place, voir une réplique parfaite de l'amour de sa vie qui agit complètement différemment.
Ce film transmet beaucoup d'émotions, on peut rire, on peut se sentir mal pour les personnages. Je dirais que c'est le film le plus humain de Carpenter, parce que les relations humaines sont l'un de ses thèmes principaux. Le film est bien accueilli par les critiques, il reçoit de nombreuses nominations de toutes sortes, et Jeff Bridges remporte le Saturn Award du meilleur acteur. Starman donne même naissance à une série télé, diffusée entre 86 et 87, qui fait office de suite au film. Le prochain film de Carpenter, sorti en 1986, est assez particulier et décisif pour sa carrière. Je dirais même qu'il est tout à fait unique dans la filmographie de Carpenter, au même titre que Starman. En 1986, Carpenter souhaite rendre hommage au cinéma chinois, particulièrement aux films d'arts martiaux comme Zhu, les guerriers de la montagne magique, réalisé par Tsui Hark en 82. Il fait appel cette fois-ci à Fox et c'est ainsi que naquit les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Jack Burton est un camionneur effectuant plusieurs livraisons dans Chinatown. Il accompagne un jour son ami Wang à l'aéroport pour accueillir la fiancée de ce dernier, Miao, une magnifique chinoise aux yeux verts. Celle-ci est enlevée par le sorcier Lo Pan, qui souhaite l'épouser afin de retrouver son corps. Jack se lance donc aux trousses du sorcier au beau milieu de Chinatown, sans savoir ce qui l'attend. Ok, ce film est spécial. C'est sans doute le plus loufoque, le plus fou de tous les Carpenter. Il part dans un délire complètement malade et totalement assumé, heureusement, et il est réalisé comme un film typique du genre. Les mêmes genres d'intrigues, mêmes genres d'erreurs, les mêmes genres de clichés. Le problème avec des films comme ça, c'est soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas du tout. En ce qui me concerne, moi j'ai bien aimé. Que ce soit l'aspect complètement décalé des scènes d'action, les décors et les costumes cheap à souhait qui accentuent le côté kitsch envoûtant du métrage, quoique les effets spéciaux restent tout à fait corrects, même si c'est pas aussi impressionnant que les dernières productions du réal, Johnny nous offre également des scènes plutôt glauques par moments. Et voilà, tout ce que je viens de citer, ça peut plaire à certaines personnes comme ça peut en énerver d'autres. C'est pas un film qui est fait pour tout le monde. Il commence plus rapidement que les autres, le développement des personnages est donc un peu laissé de côté, mais ils sont bien iconisés. Bon, c'est plus ou moins logique aussi, mais ça je crois qu'on s'en fout. Par contre, ça a tendance à être un peu longuinet parfois. Le rôle de Jack Burton fut proposé à de grands acteurs quand même pour l'époque, soit Clint Eastwood et Jack Nicholson. Occupé par d'autres projets, ils durent refuser, mais Carpenter avait un plan B, un ami de longue date. Vous savez qui il a pris? Ne pourrait-on envoyer Kurt Russell au travers d'une porte vers l'imagination afin que... Nous avons essayé. Kurt Russell s'est fait violer par des petits animaux de Noël. C'est certainement le rôle le plus comique que Russell ait interprété pour Big John. Il est plus décontracté que Snake ou Mac, plus fun et n'hésite pas du tout à balancer les meilleures répliques. Enchanté, madame. Je viens m'envoyer en l'air, madame. Wang Chi est interprété par Dennis Dunn, que Carpenter avait découvert dans L'Année du Dragon avec Mickey Rourke. Mais avant ça, c'était Jackie Chan qui fut envisagé. Mais après l'échec de ses deux derniers films, The Big Brawl et The Protector, il a décidé de se concentrer sur sa carrière en Chine. On note également la sympathique présence de Victor Wong, qui collaborera de nouveau avec Carpenter, tout comme Dennis Dunn pour Prince des Ténèbres l'année suivante. Avec un budget estimé à genre 20 millions de dollars, Jack Burton ne fait pas sensation en salle et rapporte à peine 11 millions. C'était la dernière chance que Johnny avait pour faire ses preuves au studio d'Hollywood et il l'a manqué. Il doit donc quitter la maison de production et retourner au film indépendant. Nous explorerons le reste de la filmographie de John Carpenter dans le prochain épisode de la Cinéculture qui devrait sortir le mois prochain, si tout se passe bien. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu, j'espère également que cette nouvelle émission vous plaira. Si le sujet du jour ne vous convient pas, qui sait, peut-être que le prochain fera l'affaire. J'ai l'embarras du choix. Bref, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Donnez-moi quelques propositions de sujets, je suis toujours ouvert. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.